Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique et aujourd'hui je viens vous parler du tome 1 de la Laïcha, le premier tome de la Laïcha, donc Amalia, de Solène Chartier en auto-édition, et comme par hasard la couverture est assortie à mon pull, c'était pas du tout voulu. Donc on va peut-être y aller très rapidement parce qu'il y aura peut-être pas grand chose à dire, mais un petit peu quand même. Dans ce livre, on va donc suivre, on se retrouve donc avec Amalia, qui est la princesse de l'un des royaumes humains de Chic. Elle est donc victime d'une maladie qui l'empêche de remplir pleinement son rôle de princesse. Elle a donc une doublure qui s'appelle Lisbeth, qui prend sa place de manière publique. Les deux s'entendent même très bien, jusqu'au jour où en fait il va y avoir un petit problème, donc une méprise, et ça va déclencher plein de choses. Alors ça a été très dur de vous résumer l'histoire parce que le livre fait à peine une centaine de pages. Et il est très 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 court, je crois qu'il fait même pas 110 pages. Mais en tout cas c'était très rapide à lire, donc c'est un premier tome qui peut être lu indépendamment. Enfin c'est un premier tome qui peut être lu comment dire, en premier pour rentrer dans l'univers. Alors qui peut être lu en premier parce que oui il y a marqué tome 1, mais il faut savoir une chose, c'est que le tome 1 et le tome 2 se lisent indépendamment l'un de l'autre. Par contre, il faudra lire le tome 1 et le tome 2 pour comprendre le tome 3. Je pose ça là, juste pour vous prévenir. Vous pouvez lire le tome 2 avant le tome 1. Ça choquera pas parce que là, j'ai lu les deux. Et vous aurez ma chronique du tome 2 qui va bientôt arriver. Dans le sens où voilà, moi en effet, celui-là j'ai pu oublier entre guillemets et plonger pleinement dedans sans avoir eu de problème. Mais en tout cas, c'est un premier tome qui est très court pour rentrer dans l'univers. Alors certes, le tome s'appelle Amalia, mais on est concentré exclusivement sur Lisbeth, donc la fameuse doublure. Ça apporte, je dirais pas que c'est un avantage comme un inconvénient parce que c'est un peu le principe même de ce tome 1. Le truc c'est que on n'a pas vraiment on n'a pas de point de vue, on a zéro point de vue pour Amalia, donc en effet on ne sait pas ce qu'elle en pense de cette situation, d'être malade, de ne pas pouvoir remplir pleinement son rôle de princesse. En tout cas c'est vraiment, je pense, je dirais pas un point faible, mais je pense que c'est quand on a lu le roman on comprend mieux pourquoi on est beaucoup concentré sur Lisbeth. Et en parlant de point de vue, on a certes, alors on a notamment le point de vue, comme je disais, de Lisbeth, donc la fameuse doublure. Par exemple, chaque chapitre, vous avez le nom du chapitre plus la personne. Donc, ça veut dire que dans certains chapitres, on n'aura pas forcément. C'est l'histoire du point de vue de Lisbeth, comme je disais, mais ça nous arrive d'avoir des points de vue comme des chapitres qui sont vus du point de vue d'autres personnages comme Gertrude, la servante d'Amalia. Voilà, donc c'est un peu un plus, mais ça permet en fait de comprendre peut-être les enjeux qui commencent à avoir là-dedans. Autre point, je crois que c'est aussi peut-être une remarque que je ferais pour le tome 2, c'est le côté qu'il n'y a pas de carte de l'univers. Dans celui-ci, c'est pas vraiment si impactant que ça. Mais par exemple, c'est peut-être une reproche que j'aurais là. Mais il y a des fois, on parle de plusieurs royaumes, donc pour l'instant, il n'y en a pas un milliard, donc ça va. Mais c'est vrai que quand vous avez un monde fantastique où vous avez beaucoup de royaumes, souvent la carte c'est un peu utile quand on commence à avoir beaucoup de royaumes. Si pour cela tout est clair dans sa tête, tant mieux. En termes des royaumes de où ils sont. Si c'est des royaumes qui n'ont pas d'importance dans l'histoire, je comprends qu'on exe la carte parce que ça sert à rien. Mais si par exemple dans les tomes suivants les royaumes vont avoir plus d'importance, je pense qu'une carte pour aider le lecteur de savoir de comment elle va tourner. Ça dépend de comment Solène va tourner son histoire. Mais parce qu'en fait, si on dit bah oui, c'est le royaume qui est à l'autre bout du continent, veut nous faire ce royaume-là veut nous faire la guerre et tout, et en fait on t'a dit genre 10 chapitres avant que c'est l'endroit où il est, mais toi tu vois plus trop, c'est un peu compliqué. Bref, c'est un petit point, mais je pense que c'est parce que je suis un peu neuneu dans ma tête, ou parce que je suis peut-être malheureusement
habitué à la présence de cartes quand on doit gérer beaucoup de choses. Par exemple, je prends l'exemple de Vampiria America, donc le tome 2. Là, oui, la carte était plus qu'utile pour retracer le voyage des Desperados. Là, on n'avait pas tant besoin de cartes, donc ça peut se comprendre. Il faut juste que ça dépend vraiment du contexte. Là, il n'y en avait pas besoin, ça m'arrange. Dès le premier tome, on a des éléments sur qu'est-ce que la Laïcha. Alors, c'est vrai, je pense peut-être pas dans ce contexte-là. C'est-à-dire que sur certaines de pages, on parle très peu de ce qu'est la Laïcha, mais je pense que ça va être développé dans le tome 2 et dans le tome 3, on verra bien. Parce qu'en effet, je pense que c'est pour faire planer une forme de doute dans tout ça. Mais en tout cas, bon, je pense que faut savoir être patient et que l'auteur, je pense, veut donner les éléments au fur et à mesure. Autre petit point, je crois que ça va être le dernier parce qu'aujourd'hui la vidéo va pas durer 20 ans, c'est que j'aurais bien aimé je dirais pas un chapitre bonus, entre guillemets, sur ce qui est devenu Amelia après l'histoire de celui-ci. Alors, est-ce qu'elle va nous en faire part dans le tome 2 ou dans le tome 3 ? Je sais pas. Mais en tout cas, oui, parce que c'est vrai que Amalia, c'est le nom du roman, donc j'aurais aimé un peu avoir quelques petites infos sur elle. Quand je vous dis, ça reste de mon point de vue. Mais comme je dis, je suis toujours un peu faux-folle dans ma tête. Mais il faut savoir une chose, et là, c'est vraiment... Je cherche des points qui peuvent être négatifs, mais est-ce que ça m'a empêché d'apprécier ma lecture ? Non, parce que tout s'enchaîne très fluide, de manière très fluide. La chose, c'est que pour Solène, c'est ses premiers romans. Et le fait que ça soit une audition, juste au moins prenez ce tome-là ou prenez le tome 2, vu que les deux tomes sont indépendants, pour au moins vous faire une idée. Prenez au moins l'un des deux tomes pour au moins avoir une idée de son écriture. En tout cas, pour une centaine de pages, c'était vachement bien écrit, bien amené. Et j'ai hâte, déjà d'une, de vous présenter le tome 2 que j'ai lu, mais également d'avoir le tome 3 entre les mains. Ma chronique sur le premier tome de la Laïcha de Solène Chartier est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à acheter au moins l'un des romans de la Laïcha ou ses autres ouvrages. Je sais qu'elle en a fait d'autres. Elle a fait un cahier de coloriage et elle a fait un livre qui s'appelle La princesse et les papillons. Évidemment, donc je peux vous le conseiller parce que des auteurs qui s'auto-éditent, je trouve que c'est dommage de les faire passer à la trappe parce qu'il y en a certains qui ont de belles histoires à vous proposer et que pour l'auto-édition, c'est le seul moyen de partager leurs histoires. Donc n'hésitez pas à les encourager sur leur voie parce que je sais que pour Solène, le tome 3, je vais l'acheter pour justement souvenir et lui montrer que oui, ce qu'elle fait c'est bien. Donc voilà. Et je promets que ces livres sont dispo en numérique pour ceux que ça intéresse. Mais en tout cas, ouais, faites-le. C'est vraiment, je crois, la conclusion de ce roman. Pour vous en faire pleinement votre avis, achetez-les, au moins celui-ci, pour vous au moins vous faire une première idée. Et sur ce, moi je vous dis donc à la prochaine.